Nous allons aborder dans ce module le calcul de la masse salariale, les modes de rémunération et l'importance des calculs de productivité. La gestion des charges de personnel résulte d'un équilibre parfois difficile à trouver. Il est en effet important de satisfaire les employés sans pour autant remettre en cause l'équilibre économique de l'entreprise. Il est important de noter cependant que le salaire n'est que l'une des composantes de la satisfaction des employés, de leur plaisir à travailler dans votre entreprise et donc de leur volonté de rester. Le premier des critères de satisfaction étant en général la reconnaissance dont vous faites preuve à leur égard. Il est tout d'abord admis que la performance optimale dépend d'un cercle vertueux qui inclut la satisfaction des employés, condition essentielle pour diminuer le turnover dans notre métier. Ensuite, la performance aura inévitablement une incidence sur la création de valeur pour les actionnaires, ainsi que la satisfaction des clients. La satisfaction des clients étant directement liée à la création de valeur pour les actionnaires, puisque plus les clients seront satisfaits, plus ils reviendront, et donc plus l'affaire sera rentable, si elle est bien gérée, et augmentera ainsi potentiellement la valeur de l'entreprise. On peut voir ici le résultat synthétisé d'un restaurant sur lequel on constate que les frais de personnel représentent la charge la plus importante du compte d'exploitation. Pour rappel, les frais de personnel sont l'un des composants du calcul du prime cost avec le coût matière. Il faut cependant prendre conscience que le niveau de la masse salariale ne dépend pas seulement des salaires et du poids des charges sociales. La définition de votre concept, le matériel utilisé, l'organisation du travail mise en place vont également influer sur le poids de la masse salariale. Pour exemple, un service en buffet est moins gourmand en personnel qu'un service à table. L'utilisation de terminaux de prise de commande avec imprimante cuisine évite des pas inutiles, donc des heures de travail. L'achat d'un osmoseur vous évitera d'essuyer les verres, etc. Résumé sur un tableau, voici ce que cela donne. La masse salariale est composée, bien entendu, du taux moyen horaire défini par les augmentations légales et ou la politique salariale de l'établissement, des promotions accordées, du quota d'heures supplémentaires et du turnover de l'établissement. L'activité, quant à elle, va définir le nombre d'heures utilisées pour satisfaire les clients. Le nombre d'heures multiplié par le taux horaire moyen vous donne donc le montant des salaires bruts, auquel vous ajouterez les charges sociales patronales pour obtenir la masse salariale. Les facteurs structurels, le concept, la conception des locaux et le matériel utilisé, ainsi que la gestion opérationnelle, l'organisation du travail, la précision des prévisions que vous allez faire, ainsi que la conception des plannings et votre style de management vont définir la productivité, qui elle-même définira le nombre d'heures de travail dont vous aurez besoin. Les charges de personnel en valeur dans le compte de résultat. On constate ici que le chiffre d'affaires de l'année N est de 279 552 euros. Avec un total de frais de personnel de 111 909 euros, composé de 80 400 euros de salaire et traitement et 31 509 euros de charges sociales patronales, ce qui représente 40,03% du chiffre d'affaires hors taxe. Alors que pour l'année N-1, le chiffre d'affaires était de 270 725, avec 99 684 euros de frais de personnel, représentant 36,82% du chiffre d'affaires hors taxe. On peut donc en déduire que malgré une progression de chiffre d'affaires, les frais de personnel ont été moins bien gérés en année N qu'en année N-1. Pour rappel, les salaires bruts comprennent les charges salariales que nous allons déduire du salaire brut pour calculer le salaire net à verser à vos employés
et ne pas confondre avec les charges patronales qui sont, elles, ajoutées au montant des salaires bruts pour calculer les frais de personnel. Présenté sur un bulletin de salaire simplifié, vous avez le salaire brut qui représente le nombre d'heures de l'employé multiplié par le taux horaire, ainsi que les éventuelles heures supplémentaires et primes, puis les avantages nourriture et logement, ce qui nous donne ici un salaire brut de 3 015,79 €. Les charges sociales patronales représentent 1 287,50 €. Les charges sociales salariales, quant à elles, représentent 698,19 €. Le salaire après retenue est donc de 2 317,60 €, soit 3 015,79 € moins 698,19 €, somme de laquelle nous allons déduire les avantages nourriture consommés par le salarié, soit 159,28 €, pour obtenir le salaire net à payer de 2 158,32 €. Le coût global du salarié est donc de 4 303,29 €, correspondant à 3 015,79 € plus 1 287,50 €. On constate sur le graphique ci-dessous que le salaire net perçu par le salarié représente un peu plus de 50% du coût global, 54%. Ce calcul, suffisant dans certains cas, reste approximatif. En effet, depuis plusieurs années, les pouvoirs publics cherchent à diminuer le poids des cotisations sociales sur les bas salaires. Il en résulte que pour ces derniers, la part du salaire net dans le coût global est plus élevée que dans notre exemple. Je vais vous parler d'une histoire d'amour entre un sénateur et une femme de chambre, qui est le point de départ du principe de la rémunération au pourcentage. Selon la légende, la loi Godard, votée le 19 juillet 1933, serait le fruit d'une rencontre entre le sénateur Justin Godard et Marinette, femme de chambre à l'hôtel Meurice à Paris. Irritée de voir combien les clients de l'hôtel dépensaient pour une nuit par rapport à ce qu'elle gagnait à la fin du mois, elle aurait demandé au sénateur de remédier à cette situation. Ce dernier se serait exécuté et ce premier projet de loi devenait, après 5 années de discussions passionnées, la loi du 19 juillet 1933, dite loi Godard. Elle a pour effet de donner au personnel en contact avec la clientèle le bénéfice des sommes prélevées au titre du service. Le service est prélevé par l'employeur sous la forme d'un pourcentage qui est ajouté à l'addition payée par le client. Dans l'hôtellerie et la restauration, le personnel en contact avec la clientèle, et uniquement lui, peut être rémunéré au service. Le service est représenté par un pourcentage des ventes réalisées. Le taux de service est variable selon les exploitations. Il est généralement compris entre 12 et 15% du chiffre d'affaires hors taxe. Sur le bulletin de paie doit figurer le montant intégral du service perçu, auquel s'ajoute le montant des avantages en nature et ou des indemnités compensatrices. Si le montant de service réparti est inférieur au SMIC, l'employeur a pour obligation de compléter afin que le salarié perçoive une rémunération au moins égale au SMIC. Enfin, le personnel rémunéré au service ne peut exiger de recevoir des indemnités spéciales pour heures supplémentaires, étant bien entendu que les obligations relatives à la durée journalière du travail doivent être respectées. Calcul de la masse. Au cours du mois de janvier, le restaurant du Midi a réalisé un chiffre d'affaires de 52 424 €, taxes et services compris. Le personnel de salle est rémunéré au service au taux de 15%. Chiffre d'affaires hors taxe égale 52 424 divisé par 1,10 égale 47 658. Masse de services à répartir. On met entre parenthèses 47 658 divisé par 1,15, on ferme la parenthèse, multiplié par 15% égale 6 216 €. En décomposé, on commence par calculer le chiffre d'affaires hors taxe en divisant le chiffre d'affaires TTC par 1,10.
On obtient ainsi le montant hors taxe, soit ici 47 658,18, ce calcul servant de base au calcul du service 15% en l'extrayant de ce chiffre d'affaires hors taxe. Pour cela, nous allons donc diviser le chiffre d'affaires hors taxe par 1,15 pour obtenir le montant du chiffre d'affaires hors service. Et par différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et le chiffre d'affaires hors service, on obtient le montant du service distribuable au personnel en contact avec la clientèle. Répartition de la masse. Le service est réparti en fonction du nombre de points dont dispose chaque salarié. Ce nombre de points dépend de la qualification et de l'ancienneté du salarié. Vous avez ici un exemple de répartition du service 15% en fonction de la position hiérarchique et de l'ancienneté. Monsieur A a 30 points, Mademoiselle B a 25 points, Monsieur C a 20 points, Monsieur D a 18 points, ce qui nous donne un total de points de 93. Le montant du service à distribuer étant de 6 216 €, il suffit de faire une règle 3 pour chaque salarié. Exemple pour Mademoiselle B, 6 216 € de service à distribuer multiplié par 25 points et divisé par le total des points, soit 93, ce qui donne 1671 €, qui représente son salaire brut. Parmi les avantages, cela facilite le recrutement du personnel par la perspective de salaire attractif, encourage le rôle de vendeur du personnel en contact avec la clientèle qui aura tendance à essayer de doper le chiffre d'affaires en vendant les produits les plus chers, réduit l'absentéisme et évite dans certains cas de recourir à plusieurs brigades. Au niveau des inconvénients, cela peut créer des disparités importantes de salaire entre le personnel rémunéré au service et le personnel rémunéré au fixe, la cuisine. Cet inconvénient peut être atténué en instituant un système d'intéressement pour le personnel de cuisine. Cela n'encourage pas la mobilité et la formation du personnel, car l'avancement hiérarchique peut conduire à une diminution de salaire. Par exemple, un maître d'hôtel qui serait promu directeur de la restauration pourrait voir son salaire diminuer. Nous allons maintenant aborder les mesures de productivité au travail et l'importance que cela revêt pour votre entreprise et vos salariés. L'amélioration de la productivité du travail est une préoccupation stratégique pour la plupart des entreprises. Par conséquent, le contrôle opérationnel du niveau de productivité fait partie des responsabilités principales du manager de terrain. Je vais vous présenter ici un schéma qui présente les utilisations possibles des gains de productivité. Ceux-ci donnent des marges de manœuvre stratégiques aux entreprises et sont particulièrement importants dans l'industrie. Pour les entreprises européennes, ces gains permettent de limiter le désavantage concurrentiel créé par le coût de la main-d'œuvre par rapport à d'autres zones du monde. Dans les services, il est admis que les gains de productivité sont moins rapides, mais ils existent cependant. Dans la réalité, les gains de productivité sont affectés aux différentes utilisations possibles, selon un dosage qui dépend de nombreux facteurs. Situation concurrentielle, situation financière, rapport de force employeur-employé pour le partage des gains de productivité. Ils peuvent servir à baisser les prix pour améliorer votre position concurrentielle, augmenter la profitabilité, de façon à améliorer votre cash flow pour rémunérer les capitaux investis ou trouver des ressources d'autofinancement. Améliorer les rémunérations afin d'améliorer la satisfaction des employés et de les fidéliser. Bien souvent, un mix des trois possibilités peut être une bonne solution. Par exemple, en restauration. Côté salle, l'important est de limiter le stress aux passes et les allers-retours inutiles des serveurs entre la salle et la cuisine. Les pas économisés sont autant de fatigue en moins pour les serveurs
et de temps en plus accordé à la clientèle. Outre l'implantation judicieuse de dessertes et de tables pour avoir tout sous la main, les systèmes informatiques de prise de commande à distance apportent également des avantages non négligeables. Côté cuisine, dans un objectif de gain de productivité, le matériel a évidemment une place stratégique. Par sa technologie innovante, il doit seconder, voire remplacer la main de l'homme d'une manière efficace. Devenus intelligents par programmation, les équipements ne nécessitent plus de personnel qualifié. Le savoir-faire humain a été transféré dans la mémoire de la machine, qui peut ainsi assurer une parfaite régularité des produits finis. Cette mémoire peut être capable d'ajuster les temps de cuisson en fonction de la charge afin de répondre aux standards de qualité établis. Programmation, téléchargement à distance, démarrage différé sont autant d'adaptations qui libèrent le personnel et dégagent donc du temps pour d'autres tâches. Quelles sont les valeurs de référence? Les multiples causes pouvant agir sur la productivité conduisent à définir des normes internes, chaque entreprise présentant des caractéristiques particulières par rapport aux facteurs décrits ci-dessus. Concept, organisation, les entreprises de restauration, chaînes de restauration commerciale, restauration collective, définissent les objectifs de productivité des unités et effectuent un suivi mensuel des résultats. Il en est de même en hôtellerie, en particulier pour le service des étages. Votre productivité doit correspondre aux standards de qualité définis dans votre établissement par votre concept, la qualité de service recherchée et la profitabilité souhaitée. Une productivité trop faible va dégrader votre position concurrentielle et aura un impact négatif sur votre rentabilité. Une productivité trop forte va concourir à dégrader la qualité de service, va provoquer du stress et de mauvaises conditions de travail pour votre personnel et par là même entraîner inévitablement un turnover plus élevé. La productivité optimale représentera donc la valeur de référence et devra être l'équilibre entre les différents facteurs. Il existe deux sortes de productivité. La productivité physique, le rendement, exemple nombre de clients divisé par nombre d'heures travaillées. Numérateur et dénominateur sont des grandeurs physiques indépendantes des prix et des coûts. La productivité en valeur, exemple chiffre d'affaires divisé par le nombre d'heures travaillées. L'évolution de la productivité mesurée par ce ratio dépend aussi de l'évolution des prix de vente. Exemple, nombre de couverts ou plateaux divisé par le nombre d'heures travaillées, ou chiffre d'affaires divisé par nombre d'heures travaillées. Ces ratios sont utilisés en restauration pour veiller quotidiennement au respect des objectifs de productivité, prévoir les effectifs en fonction des prévisions de fréquentation. En restauration traditionnelle, un calcul mensuel est suffisant en raison des fluctuations d'activité et d'une moindre flexibilité de l'effectif. Le ratio est calculé pour l'ensemble du personnel et pour chaque service opérationnel. Vous pouvez également calculer un autre indicateur en calculant le chiffre d'affaires par employé divisé par le coût salarial par employé. Indicateur de performance globale, c'est l'inverse du ratio de charge de personnel, résultant de la productivité physique, de la maîtrise des rémunérations et charges sociales et de la politique de prix.